Je m'appelle Lisa et voici mon histoire. Nous étions une famille normale, maman, papa et moi, vivant dans une maison petite mais confortable. Papa travaillait dur pour subvenir à nos besoins, et même si nous n'étions pas riches, nous avions toujours ce dont nous avions besoin. J'avais 12 ans lorsque l'accident s'est produit. C'était un jour de travail ordinaire. Papa partait au travail le matin comme il le faisait toujours, embrassait maman et me coiffait. Et elle m'a dit, « À ce soir, petite. » Ce sont les derniers mots que j'ai entendus de lui. Plus tard dans la journée, 2 officiers de police se sont présentés à notre porte. Il y avait eu un accident au travail. Papa n'était plus là. Les premiers mois qui ont suivi la mort de papa ont été les plus difficiles. Certains jours, maman sortait à peine du lit, et j'ai dû apprendre à m'occuper de moi-même plus qu'un enfant de 12 ans ne devrait le faire. Nos voisins nous ont aidés quand ils le pouvaient. En nous apportant des plats cuisinés et en nous présentant leurs condoléances, mais rien ne pouvait combler le vide que papa avait laissé derrière lui. Environ 1 an après la mort de papa, maman a rencontré Tom dans un groupe de soutien aux personnes en deuil. Il était divorcé et avait un fils adolescent nommé Kevin. Au début, Tom semblait assez sympathique. Et elle venait dîner, m'apportait des barres chocolatées et essayait de faire la conversation sur l'école. Maman a recommencé à sourire, et je pense que cela m'a fait accepter les choses plus vite que je n'aurais dû. Lisa, ma chérie, me dit un soir maman en me prenant la main, que dirais-tu si Tom et Kevin venaient vivre avec nous? Je me souviens l'avoir regardé fixement, ne sachant pas quoi dire. C'était trop tôt, trop rapide, mais maman avait l'air si optimiste que j'ai simplement acquiescé. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie au palais de justice. Et notre maison s'est soudain retrouvée avec 2 nouveaux habitants. Les premiers mois n'ont pas été terribles. Tom essayait d'être gentil et Kevin se tenait à l'écart. Mais les choses ont commencé à changer progressivement. Chaque fois que je demandais à maman de venir à une réunion parents-professeurs, Tom faisait des commentaires sur le fait que je lui demandais trop de temps. Lorsque j'avais besoin de nouveaux vêtements, parce que les anciens étaient usés, il se plaignait des dépenses. C'est alors que les visites chez grand-mère ont commencé. Cela a commencé de manière assez innocente, juste des soirées pyjama occasionnelles lorsque la famille de Tom venait en visite. Puis les séjours se sont transformés en week-end. Maman disait, « Ça te fera du bien de passer du temps avec ta grand-mère », mais je voyais le soulagement dans ses yeux quand je partais. Les séjours sont devenus de plus en plus longs. Quelques jours par-ci, une semaine par-là. Parfois, je passais 2 ou 3 semaines d'affilée. J'ai commencé à garder des vêtements supplémentaires chez grand-mère, parce que c'était plus facile que d'emballer et de déballer constamment. Mais le véritable point de rupture s'est produit lorsque maman a annoncé qu'elle était enceinte. J'avais alors 14 ans, et la voix rayonnée de joie en annonçant la nouvelle m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Tom se tenait derrière elle, la main sur son épaule, l'air triomphant. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils étaient en train de construire leur petite famille parfaite, et que j'étais le détail qu'ils devaient régler. Je me souviens encore très bien de cette nuit-là. J'étais assise en haut des escaliers, cachée dans l'ombre, quand j'ai entendu la voix de Tom venant de la cuisine. Il n'essayait même pas de parler moins fort. « Écoute, Sarah, dit-il à maman, nous devons être réalistes. La maison est trop petite pour nous tous. Avec l'arrivée du bébé, nous avons à peine assez d'espace pour nous retourner. Lisa vit déjà pratiquement dans la maison de ta mère. Il est peut-être temps de rendre cet arrangement permanent. » Mon cœur s'est arrêté. Même si je l'avais vu venir, l'entendre dire à haute voix était différent. Ce qui m'a fait encore plus mal, c'est que maman n'a pas objecté. « Tu as probablement raison, dit-elle finalement. La maison de maman est plus grande, et Lisa semble plus heureuse là-bas de toute façon. J'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout raconté à grand-mère. Je m'attendais à ce qu'elle soit triste ou en colère, mais au lieu de cela, elle a pris un air déterminé. « Écoute-moi bien, Lisa, dit-elle en prenant mes mains dans les siennes. S'ils veulent que tu vives ici, nous allons faire les choses correctement.
Je ne veux pas que tu te sentes comme un paquet indésirable qu'ils peuvent déposer quand ça les arrange. Grand-mère a appelé maman le jour même. Je pouvais entendre sa voix depuis la cuisine, ferme et inébranlable. Sarah, si tu veux que Lisa vive avec moi, nous devons rendre les choses officielles. Je veux l'adopter. Lisa mérite la stabilité, elle ne doit pas se sentir orpheline d'une mère vivante. Je l'élèverai, je veillerai à ce qu'elle reçoive une bonne éducation et je protégerai ses intérêts. Mais vous devez accepter de mettre fin à vos droits parentaux. J'ai retenu mon souffle, j'attendais. Maman allait-elle se battre pour moi? Allait-elle enfin s'opposer à Tom et me choisir? Elle ne l'a pas fait. Et la procédure judiciaire a été étonnamment rapide. Maman a renoncé à ses droits sans hésitation, comme si elle signait un ticket de caisse. Grand-mère est devenue ma mère légale et j'ai emménagé définitivement chez elle. Le plus drôle, c'est que je n'ai pas eu l'impression que c'était un grand changement. Ces dernières années, grand-mère avait été pour moi une mère plus importante que maman ne l'avait jamais été. Après cela, les visites chez maman sont devenues rares et inconfortables. J'ai essayé à quelques reprises, principalement par obligation. À chaque fois, l'atmosphère était étouffante. Tom reconnaissait à peine ma présence, son fils Kevin disparaissait dans sa chambre et le bébé pleurait dès que je m'approchais. Maman s'agitait anxieusement, regardant constamment leur point. La dernière fois que j'ai rendu visite à ma mère, je lui ai apporté des photos de la pièce de théâtre que j'avais jouée à l'école. Elle les a à peine regardées avant de se laisser distraire par les pleurs du bébé. C'est bien, chérie, dit-elle sans même me regarder. Mais tu ne devrais pas rentrer? Il se fait tard et les parents de Tom viennent dîner. Je suis partie ce jour-là et j'ai décidé de ne pas revenir. À quoi bon? Le plus drôle, c'est que maman n'a pas semblé remarquer mon absence. Les appels téléphoniques, qui étaient déjà rares, ont complètement cessé. Mon anniversaire passait et repassait sans qu'elle ne m'envoie le moindre texto. Les années ont passé et l'absence de maman est devenue ma nouvelle normalité. Parfois, je me surprenais à penser à elle en faisant des choses quotidiennes, me demandant si elle pensait à moi, si elle regrettait son choix. Mais ces pensées sont devenues de plus en plus rares au fil du temps. Le jour de la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires était lumineux et ensoleillé. J'étais assise parmi mes camarades de classe, scrutant la foule pendant la cérémonie. Je savais que maman et Tom ne seraient pas là, je ne leur avais même pas envoyé d'invitation, mais une petite partie idiote de moi espérait encore qu'ils me surprendraient. Ils ne l'ont pas fait. Mais grand-mère était là, rayonnante de fierté. Son appareil photo cliquetant pendant que je traversais l'estrade pour recevoir mon diplôme. Quand est venu le temps de l'université, grand-mère n'a pas hésité. Ne t'inquiète pas pour l'argent, m'a-t-elle dit lorsque j'ai commencé à parler de prêts étudiants. J'ai économisé pour ton éducation depuis le jour de ta naissance. L'université a été comme un nouveau départ. Personne ne connaissait l'histoire compliquée de ma famille, et cela me plaisait. Je me suis lancée dans mes études, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai peu à peu construit une vie qui ne laissait pas de place aux interrogations sur l'absence de maman. Les années ont passé, et avant même que je m'en rende compte, je franchissais une nouvelle étape, cette fois avec un diplôme universitaire en poche. Grand-mère était de nouveau là. Applaudissant plus fort que la famille de n'importe qui d'autre. Le retour à la maison après l'obtention du diplôme m'a semblé une bonne chose. La maison de grand-mère était depuis longtemps devenue ma vraie maison, remplie de chaleur et d'acceptation que je n'avais jamais trouvée dans la nouvelle famille de maman. C'est au cours d'une de nos discussions du soir autour d'un thé que grand-mère a annoncé la nouvelle. Je devrais probablement te le dire, dit-elle prudemment en remuant son thé. Tom a reçu une offre d'emploi en Arizona l'année dernière. Ta mère a vendu la maison et a déménagé avec la famille. Je suis restée assise, la tasse gelée à mi-chemin de ma bouche. Ils avaient déménagé à l'autre bout du pays et maman n'avait même pas pensé à me le dire. La nouvelle m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. J'ai forcé un sourire. Ce n'est pas grave, vraiment. De toute façon, elle ne fait plus partie de ma vie depuis des années, n'est-ce pas, mais plus tard dans la soirée. Je me suis retrouvée sur Facebook, à parcourir le profil de ma mère.
Ses paramètres de confidentialité étaient suffisamment souples pour que je puisse voir ses messages et ses photos. Ils étaient là, mon demi-frère, qui n'était plus un bébé mais un garçon en pleine croissance, et Kevin, qui était devenu un jeune homme. Maman semblait plus âgée mais heureuse sur les photos, toujours entourée de sa vraie famille. Certains soirs, je passais des heures à regarder ces photos, observant à distance numérique mes demi-frères grandir et ma mère vivre sa vie, une vie dont je ne faisais plus partie. Ils partaient en vacances en famille, fêtaient les anniversaires, organisaient des barbecues dans l'arrière-cour, des choses familiales normales, des choses que nous avions l'habitude de faire avant la mort de papa. Tout a commencé par une toux qui ne voulait pas disparaître. Au début, grand-mère a dit que ce n'était rien de grave, qu'il s'agissait juste d'un rhume. Mais la fièvre est arrivée et la faiblesse l'a empêchée de sortir du lit. J'ai su que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle n'a même pas pu se rendre à la cuisine pour préparer les biscuits du dimanche. Lorsqu'elle s'est effondrée dans la salle de bain un matin, j'ai appelé une ambulance. Les 2 semaines suivantes ont été une succession de couloirs d'hôpitaux, de machines qui bipent et de médecins aux visages inquiets. J'ai passé chaque instant possible à son chevet, à regarder sa poitrine se soulever et s'affaisser, en essayant de prétendre que ce n'était pas aussi grave que cela en avait l'air. Lors d'une nuit particulièrement pénible, assise dans ce fauteuil d'hôpital inconfortable, j'ai pris une décision que j'avais repoussée. Maman devait savoir. Quoi qu'il se soit passé entre nous, c'était toujours sa mère qui était allongée dans ce lit d'hôpital. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Facebook Messenger. Maman. Il faut que je te dise quelque chose d'important, ai-je tapé, mes doigts tremblant légèrement. Grand-mère est très malade. Elle est à l'hôpital depuis 2 semaines maintenant. Les médecins sont inquiets. Je pense que tu devrais venir la voir dès que possible. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. La réponse est arrivée plus vite que prévu, mais son contenu m'a retourné l'estomac. Lisa, je n'ai vraiment pas le temps pour ça en ce moment. Nous sommes en train de rénover la maison, et Tommy a une pièce de théâtre à jouer à l'école. De plus, légalement parlant, elle est ta mère maintenant, n'est-ce pas, c'est toi qui devrais t'occuper d'elle. J'ai fixé le message, le lisant encore et encore, ne croyant pas vraiment ce que je voyais. Mais il y avait autre chose. Pour que les choses soient claires. Je ne contribuerai pas d'un seul centime aux frais médicaux de cette vieille dame. Je dois m'occuper de ma propre famille. Cette vieille femme. Sa propre mère. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Mes doigts ont plané sur le clavier alors que j'envisageais de répondre, mais qu'y avait-il à dire? Comment répondre à quelqu'un qui traite sa mère mourante de vieille femme? J'ai fermé l'application de messagerie sans répondre. Les 3 mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Après son séjour à l'hôpital, grand-mère est rentrée à la maison, mais elle n'était plus la même. J'ai appris à être infirmière du jour au lendemain, à gérer les médicaments, à changer la literie, à cuisiner des aliments mous qu'elle pouvait avaler. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Les bons jours, elle s'asseyait dans son lit et me racontait des histoires sur sa mère quand elle était petite. Les mauvais jours, elle pouvait à peine ouvrir les yeux. J'ai pris congé de mon nouvel emploi pour m'occuper d'elle à plein temps. Les jours se sont confondus dans un cycle sans fin de médicaments, de visites chez le médecin et de nuits d'inquiétude. Pendant tout ce temps, maman n'a jamais appelé, n'a jamais envoyé de message, n'a jamais montré d'intérêt pour l'état de sa mère. Puis vint ce terrible matin. Je suis allée réveiller grand-mère pour qu'elle prenne ses médicaments du matin, mais elle ne s'est pas réveillée. Sa peau était froide au toucher, et à ce moment-là, j'ai su. Elle n'était plus là. Malgré mes larmes, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Maman devait savoir, même si elle s'en fichait. Maman, grand-mère est décédée ce matin. Les funérailles auront lieu dans les prochains jours, s'il te plaît, viens. Quoi qu'il se soit passé entre nous. Elle était ta mère. C'est ta dernière chance de lui dire au revoir. Je vérifiais mon téléphone toutes les quelques minutes. Chaque notification faisait bondir mon cœur, mais aucune n'était de maman. Un jour est passé. Puis un autre.
J'étais déjà plongée dans l'organisation des funérailles lorsque sa réponse est enfin arrivée. Lisa, honnêtement, il faut que tu arrêtes avec tous ces messages. Ils deviennent vraiment ennuyeux. Je ne sais pas comment être plus claire. Je ne me soucie plus de ce qui se passe avec toi ou maman. Ce chapitre de ma vie est clos. J'ai dû m'asseoir en lisant la suite. S'il s'agit de frais d'obsèques, ne pense même pas à demander. Je ne te donnerai pas un seul dollar. Kevin se marie dans quelques mois et nous avons déjà assez de dépenses. Je ne vais pas laisser des funérailles éclipser le mariage de mon beau-fils. Nous avons des traiteurs à payer, puis il faut réserver. Et je viens de commander la robe de la mère du marié. Ma vision s'est brouillée avec des larmes de rage alors que je continuais à lire. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai quand il sera temps de partager l'héritage. Tiens-moi au courant. Le téléphone m'a glissé des mains sur la moquette. Je suis restée assise dans le fauteuil préféré de ma grand-mère, tout le corps tremblant. Cette femme, cette étrangère qui était ma mère, s'inquiétait d'une robe de mariée alors que sa propre mère était morte. Elle pensait déjà à l'argent de l'héritage avant même que nous ayons enterré grand-mère. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, mais quand j'ai enfin bougé, quelque chose s'était durci en moi. C'est bon. Si c'était ce qu'elle voulait, je m'occuperais de tout moi-même. Les jours suivants se sont écoulés dans un flot d'activités. J'ai rencontré l'entrepreneur de pompes funèbres, j'ai choisi un cercueil qui aurait plu à ma grand-mère, simple mais élégant. Comme elle. Je me suis occupée des fleurs, les lys blancs étant ses préférés. J'ai contacté ses amis de l'église, son ancien club de bridge, et j'ai même retrouvé certains de ses anciens collègues lorsqu'elle enseignait. J'ai rédigé moi-même la notice nécrologique, le cœur brisé en essayant de résumer en quelques paragraphes une vie aussi merveilleuse. J'ai écrit « Mère et grand-mère bien-aimée », et chaque mot était comme un testament de la vérité. Elle avait été une mère plus importante que ma mère biologique ne pourrait jamais espérer l'être. Une semaine après les funérailles, j'ai enfin trouvé la force de commencer à fouiller dans les documents de ma grand-mère. Le tiroir de son bureau était méticuleusement organisé, chaque papier étant classé dans des chemises étiquetées, comme elle l'avait fait pendant des décennies. Acte de naissance, déclaration d'impôt, police d'assurance. Tout avait sa place. C'est alors que j'ai trouvé une enveloppe portant la mention « copie du testament ». Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un document clairement dactylographié et portant la signature de grand-mère. En le lisant, j'ai dû m'asseoir. Puis je l'ai relu. Et encore. Moi, Margaret Eleanor Wilson, saine de corps et d'esprit, déclare que ceci est mon dernier testament. Le contenu était clair et direct, comme l'avait été grand-mère elle-même. Elle laissait sa maison et toutes ses économies, soit une somme de 200 000 $, à moi, sa fille adoptive. Mais c'est la suite qui m'a fait reprendre mon souffle. À ma fille biologique, Sarah Miller, je laisse la somme de 10 000 $ et la Bible de ma famille. J'espère sincèrement qu'elle la lira et qu'elle apprendra enfin la véritable signification de la patience, de la compassion et de l'amour du prochain. J'y suis restée assise un long moment, laissant les choses se mettre en place. Puis j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo nette du testament et l'ai envoyée à ma mère. Pas de message, pas de commentaire. Juste l'image. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a commencé à bourdonner de message en message. Je n'en ai lu aucun. Puis les appels ont commencé à arriver. J'ai regardé le nom de maman clignoter sur mon écran, encore et encore, et à chaque fois je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. C'était satisfaisant. Le lendemain matin, j'étais en train de faire du café lorsque j'ai entendu les portières d'une voiture claquer à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, j'ai vu maman et Tom qui couraient pratiquement sur le trottoir. J'ai bu lentement une gorgée de mon café et j'ai attendu l'inévitable coup de poing sur la porte. Ouvre cette porte tout de suite, Lisa. La voix de maman était stridente, presque hystérique. J'ai pris mon temps pour marcher jusqu'à la porte, la déverrouillant avec une lenteur délibérée. C'est ridicule, m'a dit maman en brandissant son téléphone avec la photo du testament. C'est forcément un faux. Ce n'est pas possible que maman me fasse ça.
Je suis sa vraie fille. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, étudiant son visage rougi. Je suis surprise que tu te sois précipitée jusqu'ici. Tu n'as pas des choses plus importantes à faire? Le mariage d'un beau-fils à organiser? Venise à réserver? Cette mère de mariée habillée pour la retouche? Le visage de maman est passé du rouge au violet. Vous vous amusez, n'est-ce pas? Te moquer de nous comme ça? C'est manifestement un faux, interrompt Tom, en essayant d'avoir l'air autoritaire. Nous avons besoin de voir le testament officiel d'un notaire, pas un papier que tu aurais pu taper toi-même. J'ai souri. Et j'ai fait en sorte que ce ne soit pas un beau sourire. C'est bien pratique que tu en parles. La lecture officielle du testament est prévue pour demain matin, à 10 heures, chez le notaire. Très bien, s'emporte maman, nous resterons ici ce soir. Non, vous ne resterez pas, dis-je fermement, en m'écartant et en faisant un geste vers la porte. C'est ma maison maintenant, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. Il y a un Holiday Inn à environ 3 miles sur la route. J'ai entendu dire qu'ils avaient des tarifs très raisonnables. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte, dit maman, l'air sincèrement choqué. C'est encore la maison de ma mère. Non, maman, ce n'est pas le cas. Et tu as raison, je ne peux pas te mettre à la porte de la maison de ta mère. Mais je peux te jeter hors de ma maison. Et c'est exactement ce que je fais en ce moment. Je refermai la porte sur leur visage furieux et m'appuyai contre elle, le cœur battant. Mais l'esprit étonnamment clair. Demain serait pour le moins intéressant. Le bureau du notaire était petit mais professionnel, avec des boiseries sombres et des certificats couvrant les murs. M. Johnson était assis derrière son bureau avec l'air de quelqu'un qui a vu tous les drames familiaux possibles. Maman et Tom sont arrivés avec 5 minutes de retard, comme s'ils avaient mal dormi dans leur chambre d'hôtel. Maintenant que tout le monde est là, Monsieur Johnson commence à ajuster ses lunettes. Nous pouvons procéder à la lecture officielle des dernières volontés et du testament de Margaret Wilson. Je suis restée assise pendant qu'il passait en revue le langage juridique formel, en regardant maman s'agiter sur sa chaise. Lorsqu'il est arrivé à la partie concernant la répartition de l'héritage, son visage est passé de l'anxiété au tonnerre. C'est impossible, a explosé maman avant même que Monsieur Johnson ait pu terminer sa lecture. C'est forcément un faux. Elle a tout manipulé. Madame Miller, dit calmement Monsieur Johnson, je peux vous assurer que ce testament est tout à fait légitime. Je me suis personnellement occupée de sa préparation et j'ai assisté à sa signature. Alors vous êtes aussi dans le coup, dit maman en se levant, sa voix s'élevant jusqu'à un cri strident. Vous conspirez tous contre moi. Cette petite sorcière a monté tout le monde contre moi, comme elle a monté ma mère contre moi. L'expression de Monsieur Johnson se durcit. Madame Miller, je dois vous demander de baisser d'un ton et de vous asseoir, sinon je serai obligé d'appeler la police. Et la mère s'est laissée tomber dans son fauteuil, respirant bruyamment, mais le silence n'a duré qu'un instant. Je vais intenter un procès, a-t-elle sifflé en me regardant fixement. Je me battrai avec tout ce que j'ai. Cette maison m'appartient. Ces économies m'appartiennent. Je suis la vraie fille. La fille de sang. Monsieur Johnson soupire, enlève ses lunettes et les nettoie soigneusement avant de répondre. Madame Miller, vous avez bien sûr le droit de contester ce testament devant le tribunal. Cependant, je me sens professionnellement obligé de vous informer que vous perdriez votre temps et votre argent. Qu'est-ce que vous voulez dire, demande Tom. Ce testament est inattaquable. Votre mère l'a fait préparer, authentifier par un notaire. Elle était parfaitement saine d'esprit lorsqu'elle a pris ses décisions. En outre, il a feuilleté quelques papiers. Nous disposons de nombreux documents montrant que Lisa a été la principale soignante de votre mère et le membre le plus proche de sa famille pendant des années. Cela n'a pas d'importance, s'emporte la mère. C'est le sang qui compte. En fait, Madame Miller,
en termes juridiques, ce n'est pas correct. Ce qui compte, ce sont les souhaits clairs et documentés de votre mère. Et ces souhaits étaient de laisser ses biens à Lisa, qui a non seulement été légalement adoptée par votre mère, mais qui a également fait preuve d'une attention et d'un dévouement constant envers elle tout au long de ces dernières années. Je me suis raclé la gorge. J'ai aussi tous nos messages sur Facebook, maman. Ceux où tu as refusé de rendre visite à grand-mère à l'hôpital. Ceux où tu l'as appelée, cette vieille femme, et où tu as refusé de l'aider à payer ses factures médicales. Ceux où tu étais trop occupé à acheter une tenue de mariage pour assister à son enterrement. Veux-tu que je les montre à quelqu'un? Le visage de maman est devenu pâle, puis rouge. Tu n'oserais pas essayer avec moi? Dis-je à voix basse. J'ai gardé tous les messages. Chaque refus. Chaque fois que tu as choisi ta nouvelle famille plutôt que ta propre mère. Chaque fois que tu as prouvé à grand-mère qu'elle avait raison de prendre cette décision. Les mois ont passé, et la menace de procès n'est jamais venue. Chaque fois que je vérifiais mon courrier, je m'attendais à trouver des documents juridiques, mais il n'y avait rien. J'ai fini par comprendre que ma mère n'avait probablement pas les moyens de se lancer dans une bataille judiciaire coûteuse. Son silence m'en disait plus sur sa situation financière qu'elle ne l'admettrait jamais. Mais elle n'est pas restée silencieuse sur les médias sociaux. Un matin, je me suis réveillée avec des dizaines de notifications. Maman avait écrit un long message dramatique sur la façon dont sa propre fille lui avait volé son héritage et l'avait trahi. Elle s'est présentée comme la victime. Avec des émojis de pleurs et de vagues références au karma et à la justice divine. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est la réponse. Tu as oublié comment tu as abandonné ta propre fille? A commenté la sœur de mon père. Nous t'avons tous vu repousser Lisa année après année. Mon cousin Jacques a renchéri, vous avez préféré votre nouvelle famille à Lisa. Vous avez légalement renoncé à vos droits en tant que mère. Tu ne peux pas crier à la victime maintenant. L'un après l'autre, les membres de la famille ont pris la parole, surtout ceux du côté de papa, mais aussi certains cousins de maman. Ils lui ont rappelé qu'elle avait cessé de m'emmener aux réunions de famille. Comment elle avait balayé les questions me concernant avec de vagues excuses. Comment elle avait manqué ma remise de diplôme, mon acceptation à l'université, chaque étape importante de ma vie. Maman a supprimé le message après quelques jours, mais le mal était fait. La famille s'était exprimée. Et elle n'était pas de son côté. Mais elle n'avait pas fini d'essayer. Les appels ont recommencé, cette fois sous un angle différent. Lisa, chérie, dit-elle dans un message vocal, avec une voix maladivement douce. Tommy commence à s'intéresser aux universités et nous aurions vraiment besoin d'aide pour payer les frais de scolarité. C'est ton frère, après tout. J'ai effacé le message sans rappeler. Elle a réessayé une semaine plus tard. Lisa, s'il te plaît. Juste un petit prêt pour les études de Tommy. Nous sommes une famille. Finalement, j'ai décroché l'un de ses appels, ne serait-ce que pour en finir une fois pour toutes. Famille. Ai-je dit avant qu'elle ne puisse se lancer dans son discours préparé. Vous n'êtes plus ma famille depuis que j'ai 14 ans. Vous ne vous êtes pas soucié de mon éducation lorsque grand-mère la payait. Tu ne t'es pas préoccupé de moi jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose. Ne m'appelle plus jamais. J'ai raccroché et bloqué son numéro. J'ai eu l'impression de clore le dernier chapitre d'un très long livre. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis assise dans ce qui est vraiment ma maison, regardant le coucher de soleil à travers des fenêtres nouvellement installées. La rénovation n'a rien d'extravagant, il s'agit simplement de quelques mises à jour nécessaires que grand-mère avait prévues de toute façon. Les 200 000 $ sont restés pratiquement intacts sur un compte d'épargne à haut rendement. J'ai un bon travail. Entre mon salaire et le fait que je n'ai pas de loyer à payer, je m'en sors bien. Parfois. Je me surprends à naviguer sur des sites de shopping en ligne ou à rêver de vacances de luxe, mais j'entends alors la voix de grand-mère dans ma tête, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il fait la sécurité. Utilise-le intelligemment, Lisa. Alors je suis intelligente. Je construis le genre de vie stable et raisonnable qui rendrait ma grand-mère fière. Je n'ai plus de mère aujourd'hui, ni légalement,
ni d'aucune autre manière qui compte. Mais j'ai passé 14 bonnes années avec mon père, et j'avais une grand-mère qui m'aimait suffisamment pour devenir ma mère quand j'en avais besoin. Certaines personnes n'ont même pas cette chance.